Salut les archivores! Au menu aujourd'hui, un doc en stock gourmand, un doc en stock croquant. Restez avec moi, je vais vous parler des premiers pâtissiers toulousains. À vos marques, prêts? Parmi les docs qu'on a en stock qui datent de l'Ancien Régime, il y a ceux qui concernent les corporations. Une corporation, pour vous simplifier la recette, c'est un groupe de personnes qui exercent le même métier et s'organisent pour le défendre et le réglementer. Ici aux archives, nous conservons les documents de plus de 60 corporations. Une mine d'informations sur la vie quotidienne des habitants de l'époque médiévale et moderne. Imaginez-les, ces travailleurs des siècles passés, en train d'exercer des métiers qui ont complètement disparu. Les daziers, par exemple, ces fabricants de dés à jouer. Je les ai finis. On les teste avec une queue de chouette. Ah, une petite partie de dés, ça peut pas nous faire de mal. Ou d'autres métiers qui ont pu évoluer avec le temps, mais qui existent encore aujourd'hui, comme les sages-femmes. Félicitations, c'est un archiviste! Mais la corporation dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est celle des maîtres pâtissiers toulousains. Leurs tout premiers statuts ont été concoctés au début du XIVe siècle. Les statuts sont les règles écrites qui définissent la profession. Nous conservons ici aux archives les statuts des maîtres pâtissiers de Toulouse de 1603. Et si on cuisinait ce document un peu, pour voir ce qu'il a à nous dire? À l'origine, les pâtissiers ne font pas de pâtisserie. Eh oui, puisque le terme pâtisserie n'existe pas encore au Moyen-Âge. En fait, les premiers pâtissiers sont des fabricants de pâtés. Ce sont des sortes de tourtes qui pouvaient être fourrées à la viande ou au poisson pour les saler et au compoté de fruits pour les sucrer. Ils réalisent aussi d'autres mets plutôt raffinés, comme les oublis, ces sortes de gaufres cuites entre deux fers qu'on a un peu oubliées. Et la grande spécialité des pâtissiers à Toulouse, c'est la cuisson de la saucisse. Non, je ne suis pas en train de vous rouler dans la farine. On reparlera des saucisses plus tard. Finalement, ces pâtissiers sont un peu l'équivalent des traiteurs aujourd'hui. Rapprochons-nous du registre des statuts. Vous voyez ces armoiries? Il y a celle du roi de France et de Navarre, c'est Henri IV à l'époque, et celle de la ville de Toulouse, représentée par le pouvoir local, les capitouls, l'équivalent en gros des conseillers municipaux. Après que le roi ait validé ces statuts, les capitouls doivent les faire appliquer. À la lecture de ces règles, on apprend que personne ne peut exercer le métier de pâtissier avant d'avoir été reçu maître. C'est en réalité le cas pour toutes les corporations. Il faut passer sa maîtrise pour montrer sa capacité à exercer un métier. Vous souhaitez passer votre maîtrise de pâtissier? Alors suivez ces étapes. Les 4 plus anciens maîtres doivent d'abord s'informer sur vos vies et mœurs et s'assurer que vous soyez né de votre corps, de vos jambes et autres membres. Ces 4 plus anciens maîtres sont appelés bails. Ils sont un peu considérés comme la crème de la crème des pâtissiers de la ville et représentent l'ensemble des membres de la corporation. Après cette enquête, si les bails vous jugent apte, vous devenez compagnon, c'est-à-dire apprenti. Après au minimum 3 années d'apprentissage, compagnon, votre mission, si vous l'acceptez, est de réaliser un chef-d'œuvre, c'est-à-dire l'examen de la maîtrise. Mais ce chef-d'œuvre, c'est pas de la tarte. Il doit être constitué de plusieurs sortes de pâtés et pièces sucrées, dont 3 pâtés de coque d'Inde de haute graisse bien dressés et assaisonnés, et 18 pièces comprenant au moins 9 crèmes différentes choisies par les bails, dont la crème d'amande. L'abus de pâté est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, visuel non contractuel, dans la limite des stocks disponibles, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Puis ce sont les bails qui jugent votre chef-d'œuvre. Bon, je vais pas y aller avec le dos de la cuillère. Ces pâtés, ils sont moches, ils ressemblent à rien. En 30 ans de carrière, j'ai jamais rien goûté d'aussi mauvais. Et si vous faites chou blanc, vous devez encore vous entraîner pendant 1 an pour retenter votre chef-d'œuvre. Non mais l'ambiance, la déco, les pâtés, tout était exquis. Un chef-d'œuvre presque parfait, quoi. Allez, je mets 10. Vous voilà désormais maître pâtissier. Le registre évoque aussi l'existence de femmes pâtissières, les maîtresses. Il semblerait qu'il s'agissait de veuves d'anciens maîtres décédés qui auraient repris la boutique. Sujet à creuser. Dans ces statuts ont aussi été recopiés des procès qui ont eu lieu au Parlement entre les pâtissiers toulousains et des personnes extérieures à la corporation pour non-respect des statuts. Et certains de ces procès étaient gratinés. Par exemple, entre les rôtisseurs et les pâtissiers, ça a souvent été la guerre de la saucisse. Ça ne s'est bien sûr jamais appelé comme ça. Mais pour vous résumer, les 2 corporations se disputaient les missions de la cuisson et de la vente de la viande. Ce qui a fini par tourner au vinaigre et entraîner des affrontements procéduriers.
Et oui, car la cuisson et la vente de la viande sont très réglementées. Ce savoir-faire est reconnu des pâtissiers à Toulouse, en particulier pour les saucisses, le boudin blanc et le boudin noir. Et cerise sur le gâteau, ce sont les bails des pâtissiers qui ont pour mission de contrôler tous les mets constitués de viande vendus dans la ville, essentiellement pour des questions d'hygiène. Bref, pour éviter les procès perpétuels entre les deux corporations, pâtissiers et rôtisseurs fusionnent en 1741 pour devenir les maîtres pâtissiers, hôtes, rôtisseurs et traiteurs. Fini la guerre de la saucisse. Les archives des rôtisseurs sont alors déplacées dans le coffre des pâtissiers. 30 ans plus tard, de nouveaux statuts sont accordés par Louis XV. Et oui, car les anciens ne collent plus depuis la fusion. Enfin, pendant la Révolution, et notamment avec le décret d'Allard en 1791, les corporations sont supprimées. Désormais, toute personne peut exercer le métier de son choix. Sous respect de la loi, bien entendu. Ça y est, nous avons passé en revue tous les ingrédients qui composent ce document. Et si vous souhaitez mettre les mains à la pâte et que vous vous intéressez à l'histoire de la cuisine de façon plus générale, sachez que les archives organisent 2 à 3 fois par an des ateliers de cuisine historique. Suivez-nous pour rester informés. On vous met le lien de notre programmation en commentaire. Vous avez trouvé cette vidéo à votre goût? Alors likez-la et partagez-la. Bon, pour ma première présentation de Doc en Stock, je me mets 10. J'ai trouvé ça fluide. Allez, bisous!